Tu sais, entre être ou ne pas être, moi, je suis. Je ne veux pas, je ne peux pas. Je refuse de finir comme toi. Tu te laisses complètement écraser sans jamais protester. Quand on veut quelque chose, il ne faut pas hésiter à foncer pour l'obtenir. Dans l'univers des telenovelas mexicaines, un personnage atypique a toujours existé. La méchante, la rivale, celle qu'on est et qu'on ne peut pas quitter des yeux. Soraya Montenegro dans Maria la del Barrio, Angelica dans Marimar. Elles en furent les premières grandes incarnations. Des méchantes inoubliables, des méchantes secondaires, des repoussoirs moraux au service d'une héroïne pure. À partir des années 2000, quelque chose change radicalement. La telenovelas mexicaine va décider de déplacer la méchanceté au centre. L'héroïne sombre prend le pouvoir narratif. Bienvenue dans les fées Teresa et Ruby. Fiou. Oh, quand de nous encore les royaumes, les rois, les trésors, à travers les âges, à travers les voies. C'est l'histoire qui bat dans nos doigts. Pendant les années 90, la telenovelas mexicaine a dominé le monde grâce à une formule qui était précise et rassurante. Une jeune femme pauvre, belle, vertueuse. Un homme riche et arrogant, mais avec un très bon fond. Une méchante qui sème le chaos. Et à la fin, l'amour triomphe toujours. Maria Mercedes, Marimar, Maria la del Barrio, Rosalinda, 4 variations sur le même thème, 4 succès planétaires portés par Thalia. Cette formule fonctionne parce qu'elle est consolatrice. Elle montre aux téléspectateurs que la vertu sera récompensée, qu'elle soit bonne, courageuse et qu'on sera tout de même aimé par quelqu'un. En 2010, Televisa va décider de rompre ce contrat de gentillesse car le public a changé. La génération qui regardait Marimar en 1994 a grandi. Les nous là, c'était... Non, moi j'étais pas là en 94, qu'est-ce que je raconte? C'était la saison des séries américaines complexes comme Desperate Housewives, Breaking Bad ou Ugly Betty. Et surtout, les femmes veulent se voir différemment dans les fictions. Plus seulement comme étant des victimes courageuses, attendant d'être sauvées par le fameux prince charmant. Tout le temps, on doit venir nous sauver. Tout le temps. Mais comme les agents de leur propre destin, même si ce destin est moralement ambigu. Un petit jeune du quartier ou un type friqué avec des relations qui, en plus de ça, adore l'éclate et la fête. Et Teresa va arriver au bon moment. Et sur la descale. Aïe, tu t'es trompé de chanson. Attends, Teresa, c'était quoi déjà? Et mala setenteza. La que se duerme en tu cama, la que es toda una dama, la que no te pide nada. Tina, you are the world. C'est le refrain que je connais. Attendez, je vais me rappeler. Esa hembra es mala, esa hembra se daño. Peut-être plus tard, je sais pas. À l'origine, Teresa est un roman mexicain écrit en 1959, inspiré d'une pièce de théâtre, Ansias de Amor, de Carlos Tellez. La Televisa avait déjà produit une première adaptation télévisée en 1959, puis une autre en 1989, version dans laquelle une jeune femme nommée Salma Hayek incarnait le rôle principal. Mais c'est la version de 2010, produite par Argo Communication pour Televisa, qui va marquer les esprits, on va gâter tes cheveux, à l'échelle mondiale. En 1959, ce personnage-là était assez scandaleux. C'est-à-dire une femme qui choisit délibérément de manipuler les hommes, qui refuse la résignation, qui traite l'amour comme un instrument. C'était une provocation morale majeure dans une société qui était totalement, profondément catholique et surtout patriarcale. En 2010, ce personnage devient un protagoniste prime-time mondial. Et la protagoniste n'est rien d'autre que Teresa Chavez Reséndiz. Teresa est née pauvre, très pauvre.
Elle vit dans un quartier populaire de Mexico avec des parents adorables mais sans ambition, dans un logement modeste. Et dès l'enfance, Teresa a une obsession, sortir de la misère par tous les moyens. Elle est intelligente, cultivée, belle. Et elle a compris très tôt que dans un monde inégal, la beauté et l'intelligence ne suffisent pas toujours si elle ne l'accompagne pas d'une stratégie froide. Bonjour, je viens voir le professeur de la Barrera. Oui. Étudiante brillante à l'université, elle va développer une méthode de vie. Séduire les hommes qui peuvent lui offrir l'ascension sociale, les utiliser, les abandonner quand ils n'ont plus rien à lui apporter. Ce qui est remarquable dans la narration, c'est que Teresa n'est jamais prise en défaut de sincérité envers elle-même. Genre, elle ne se remet pas en question, genre, ils ont tout fait pour justifier tous les actes qu'elle a posés. Elle sait exactement ce qu'elle fait et c'est cette lucidité glaciale qui va la rendre terrifiante et fascinante à la fois. Arturo Ferrer, jeune avocat, brillant, issu d'une famille assez aisée, va tomber éperdument amoureux de Teresa. Il est le bon choix, c'est-à-dire l'amour sincère, la porte ouverte vers le monde que Teresa convoite. Mariano Sanchez, le médecin idéaliste, l'ami d'enfance du quartier, qui depuis toujours lui voue une fidélité déchirante. Teresa utilisera l'un, abandonnera l'autre, reviendra avec celui qui peut lui être utile et blessera profondément les deux. Ah oui, we can't forget this girl. Il y a Aurora, la meilleure amie de Teresa, pure et naïve, et moi j'ai envie d'ajouter qu'elle est... C'est quoi le bon mot? Je ne sais pas, hypocrite, mais cynique. Elle veut, tu vois, elle veut. Mais là, elle veut pas. Voilà. Je ne sais plus comment je vais l'appeler. Teresa trahira sa confiance pour conquérir l'homme qu'Aurora aimait. Une trahison d'une froideur absolue qui nous a d'ailleurs laissé sans voix. Dans la telenovelas, Teresa, elle va gravir tous les échelons sociaux avec une méthodologie impitoyable. Elle charme, elle manipule, elle ment, elle séduit, elle trahit, rebelle. Chaque homme dans sa vie est une marche d'un escalier qu'elle monte ou piétine sans jamais regarder en arrière. Le plus fou, c'est qu'on se rend compte que la narration montre les raisons de son comportement en mettant en valeur sa honte pour sa situation familiale liée à la pauvreté, la rage et l'injustice sociale. La douleur d'être méprisée tout en ne les présentant pas comme des excuses. Teresa est tout de même complexe, je trouve. Et c'est précisément pour ça qu'on ne peut pas vraiment lâcher. Moi, j'ai du mal à re-regarder parce que c'est déchirant quand même. Tout ce qu'elle a fait, c'était dingue. Ce qu'elle a fait, cette fille-là. Parce qu'il y a des petits moments tout de même de remords et d'amour. Elle ne lâche pas son objectif de réussite sociale. Ce rôle a été joué par Angélique Boyer-Rousseau. Et ce rôle lui a tout de même exigé de jouer la séduction et la froideur de façon simultanée. De rendre sympathique un personnage moralement répréhensible. De faire ressentir au public une fascination qu'il ne peut pas tout à fait justifier. Et d'après les producteurs, Angélique avait quelque chose dans les yeux, une intelligence froide. On voyait Teresa en elle dès les essais. Elle a déclaré dans plusieurs interviews d'ailleurs que Teresa était le rôle le plus difficile et le plus transformateur de sa carrière. Et pour incarner une femme qui manipule sans remords, elle a dû travailler contre ses propres instincts, sa tendance naturelle à l'empathie, à la chaleur humaine. Et d'ailleurs, dans certaines scènes, on peut même voir littéralement Teresa passer d'un registre à l'autre en quelques secondes. Seule Teresa. Et aujourd'hui, celle qui n'a rien d'autre que ça et de l'argent, c'est toi. C'est toi. J'ai fait le choix de vous parler au premier de Teresa, avant de vous parler de Ruby, pour qu'on observe ensemble le grand contraste. Bienvenue, Hector. Tu as fait mon voyage? Oui, merci. Pardon, mais est-ce qu'on est censé se connaître? Non, et pourtant, je sais beaucoup de choses sur toi. Ruby, elle a une généalogie
encore plus ancienne que celle de Teresa. Tout commence avec une histoire assez courte de Yolanda Vargas Dulce, publiée dans les années 60 dans les magazines fotonovelas mexicaines. Ce format hybride de bande dessinée et romans photos très populaire en Amérique latine. L'histoire d'une jeune femme d'une beauté exceptionnelle qui utilise son apparence comme un instrument de pouvoir et de destruction. En 2004, Televisa va produire une telenovela avec Barbara Mori dont la beauté saisissante sont faits pour ce personnage. Et tu viens ici en vacances? Non. J'ai décroché un poste. Ruby Pérez Ochoa est belle. Elle est belle. D'une beauté qui arrête les conversations, qui fait tourner les têtes et qui déclenche les guerres. Déjà dans le générique, tu le vois. Est-ce que tu as encore besoin de regarder? Elle est aussi issue d'une famille en déclin social. Et cette contradiction entre l'apparence et la réalité matérielle est le moteur de tout ce qu'elle va faire. Et contrairement à Teresa, qui va amasser les compétences, Ruby, elle va miser tout sur sa beauté et sa capacité à comprendre ou à lire les désirs masculins. Elle est moins calculatrice que Teresa, plus instinctive, une prédatrice qui va agir par impulsion autant que par stratégie. Elle charme, séduit, promet, abandonne, détruit et rebelote. Alejandro est l'homme riche. Il est l'homme riche. De Richard. Qu'elle veut posséder. Hector est l'homme bon, qui l'aime inconditionnellement. Elle ne l'aime pas vraiment, l'exploite jusqu'à épuisement. Et bien sûr, comme dans toutes les telenovelas, Maribel est sa meilleure amie, dont elle volera délibérément l'amour, puis le fiancé, puis le bonheur, et par pure indifférence aux conséquences. Ruby, elle ne détruit pas par jalousie ou même par colère, elle détruit par indifférence. Et c'est cela qui est vraiment encore plus effrayant par rapport à Teresa. Pour elle, les autres sont des pièces sur un échiquier. Leurs sentiments n'ont d'importance que dans la mesure où ils peuvent être exploités. Il n'y a pas question de haine. Ce serait même une forme d'attachement. L'enlève, pourquoi? Je dois être horrible. Ruby, vous êtes tombée hier et vous avez été gravement blessée. Il a fallu vous opérer. Qu'est-ce qui m'est arrivé au visage? Ruby, par chance, tu es encore vivante, mais tu... Quoi? Qu'est-ce qu'il y a, Christina? Dis-le-moi! Tu as eu une artère sectionnée et tu as perdu beaucoup de sang. Et pour te sauver, ils n'ont pas pu faire autrement que de t'amputer d'une partie de la jambe droite. La fin de Ruby est l'une des plus commentées de l'histoire de la telenovela. Elle ne suit pas vraiment une logique habituelle de rédemption ou même de punition assez spectaculaire. Elle nous laisse une amertume particulière, une question ouverte sur la justice narrative parce que il y a sa nièce qui prend le relais en fait. Pourquoi? Et sur ce que la télévision doit vraiment faire sur ce type de personnages immoraux. Elle a fini, oui, face à son destin et ses conséquences, elle a fini juste défigurée et amputée, je crois, si je me rappelle bien. Elle méritait plus, hein, cette go-là. Elle méritait bien plus. Ouais, bien plus. Teresa et Ruby sont souvent citées pour la plupart ensemble, comme si elles forment un duo naturel dans notre imaginaire de la telenovelas. Et en effet, elles partagent un petit territoire commun, qui est le fait qu'elles soient des protagonistes féminines dont la moralité est assez ambiguë. Parce que tout le monde ne peut pas avoir ce type de comportement, je pense qu'il y en a qui l'ont vraiment, dont l'ambition est le moteur, dont la beauté est une arme, mais regardez encore plus près, elles sont profondément différentes dans le nature, leur motivation et les différentes questions qu'elles nous font poser. Avec moi, il fait style, tu ne veux pas tenir, j'ai mal au nez, moi, je ne veux pas payer mon nez parce que ça va être très mal. D'un côté, Teresa, elle est habitée par une très forte ambition sociale, assez féroce et surtout la honte de sa condition misérable va lui servir de carburant pour sortir de la pauvreté à tout prix. Tandis que Ruby, elle est dictée par son désir viscéral de posséder la richesse, de posséder aussi les hommes fortunés dans le même temps, le statut et la reconnaissance. Trouvons donc en sa beauté la seule et unique certitude. Elle n'avait pas autre chose à utiliser, il n'y avait que sa beauté. Le niveau école, cette gauche, je ne sais plus trop si elle se débrouillait, mais Teresa, elle a montré qu'elle pouvait devenir une très bonne avocate et je crois à un moment donné, même elle gagnait de l'argent. En dehors même du fait qu'on lui donnait de l'argent. Ensuite, Teresa se révèle aussi
être une stratège assez froide, studieuse et planificatrice, calculant et anticipant le moindre de ses mouvements. Elle va utiliser la jante masculine comme un match d'escalier assez viscéral, des gens pour lui permettre d'atteindre son objectif sans forcément donner. Et du coup, elle a pris Arturo comme étant un vecteur de son ascension et Mariano comme étant un filet de sécurité émotionnelle. Dommage, dommage. Et par contre, Ruby, elle s'est appuyée sur une intelligence intuitive et instinctive, se montrant fine lectrice des désirs masculins. Elle va agir autant par impulsion que par calcul, séduisant donc les hommes pour mieux les posséder, à l'image de Alejandro, dont elle a convoité la richesse, ou même d'Hector, dont le dévouement sera cruellement exploité avant qu'il ne soit jeté. Dolor, mucho más que su traición. Yo nací para quererla aunque se vaya. Mujer de nadie, mujer de todos, mujer que mata. Comment nous en Afrique, on a connu Ruby et Teresa? C'est la plus grosse question en fait. Parce que, oh là là, LC2 à cette époque était la chaîne à ne pas rater tous les soirs après le journal de 20h. 30 minutes de pure délectation. On faisait tout pour vite finir études à notre maître d'études. Et on ne pouvait pas vraiment regarder les rediffusions le lendemain midi parce qu'on était à la cantine à l'école. Donc sûrement par chez nous pour regarder. Et il n'y avait pas genre des rediffusions, ils vont dire on fait les 5 le samedi. Pas du tout. Donc un épisode raté pour moi était relaté par ma grand-mère et sa copine Père leurs âmes qui regardaient avec un peu plaisir, qui avait l'art de surtout nous le relater. C'était trop bien. C'était avec toutes les émotions, hein. Toutes les émotions qui vont avec. Franchement, Teresa, elle a fait ci. Pourquoi Marie-Mel? En fait, elle te raconte et elle détaille. Ces séries-là ont vraiment énormément baissé mon enfance. Teresa, elle a déclenché des débats qu'on n'avait pas eu au moment où on regardait Marima, ni même Rosalinda. La question qui était le plus soulevée à cette période-là, c'était est-ce qu'on pouvait vraiment justifier le fait de manipuler parce qu'on est pauvre? Est-ce qu'une femme qui est ambitieuse à ce point doit être vraiment condamnée? Et je me rappelle même que l'une d'elles disait ça va finir mal, elles vont finir mal. Et l'autre disait non, à la fin elle va changer, à la fin elle va changer. Tout ça on le disait en langue locale, c'était pas en français, pas du tout. C'était plus intéressant. On avait donc 2 débats et 2 copines qui ont fini peut-être pas s'entendre, je me rappelle plus, mais je sais qu'à chaque fois, l'une d'elles était fâchée pour rentrer chez elle et tout. Et je me disais, à cause de Marima, bien à cause de surtout Teresa et surtout Ruby, les deux là, elles ont créé des débats pas possibles et des conflits interminables. Et le plus fou, c'est qu'en soi, l'attitude ne choquait pas. Le comportement de Ruby et de Teresa ne les choquait pas du tout parce qu'elles disaient qu'elles avaient vu ou entendu des gens avoir ce type de comportement et c'était aussi le moment de nous conseiller, de nous dire oui voilà, tu vois ce qu'elle a fait là, c'est comme ça qu'on termine. Et surtout quand Ruby a terminé de défigurer à elle les pieds coupés là, elle a dit ouais, si tu fais comme ça là, c'est comme ça tu vas terminer. Tu crois à ce moment là, toi tu fais ça? Bah non, tu fais pas ça, tu changes de comportement. Tu changes de comportement. Et le pire dans l'histoire, c'est que certaines filles ont copié les comportements et ont eu les retombées. Aujourd'hui, ces personnages continuent vraiment de vivre dans les différentes références que les trentenaires font lors des conversations et parfois même des cérémonies traditionnelles, des mèmes que les vingtaines vont partager sur les réseaux sociaux, surtout actuellement avec Teresa, dont les disputes que les quadragénaires se rappellent avoir eues à propos d'une certaine femme qui n'a d'ailleurs jamais existé, mais qui leur a dit quelque chose de vrai sur le monde dans lequel nous vivons. C'est ça, les filles, Teresa et Ruby. Nous voilà à la fin de ma vidéo. C'est l'un des premiers épisodes de Les Filles que je ferai maintenant en été. Parce que je trouve qu'il y a plein de choses dans ce monde qui ont des impacts. Que ce soit en Europe, en Amérique, sur notre quotidien. Et franchement, il y en a tellement. J'ai déjà aligné près de 30 thématiques que j'ai commencé d'ailleurs en retard cet été. J'espère que l'année prochaine, je le commencerai plus tôt. Sur ce, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Les Filles. Yo sé que no me olvidarás, aunque te vayas.